Une nouvelle échéance électorale se dessine à l'horizon en Côte d'Ivoire. Les législatives auront lieu en mars prochain. Et une fois de plus, la question de la représentation et de la participation des femmes se pose. Alors si une loi adoptée en 2019 prévoit un quota minimum de 30% des candidats femmes présentés au scrutin uninominaux et de liste, est-ce pour autant la réalité sur le terrain? Quels sont aujourd'hui les freins à une meilleure représentation politique des femmes en Côte d'Ivoire? Comment se porte la politique du genre dans le pays vis-à-vis d'autres sur le continent? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Et ça commence tout de suite. Reste avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour, bonjour. Bonjour Anne. Ça va les filles? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. T'es toute rayonnante à fou. J'avoue, cette couleur, ça va très bien. Merci beaucoup. Alors les filles, aujourd'hui, on parle de politique. Et on sait que la politique, surtout la place de la femme dans la politique, oui. On sait que la politique, c'est un domaine qui est très, très, très masculin, et ce, depuis que le monde est monde. Oui. Mais de plus en plus, on assiste à une meilleure représentation des femmes en politique, mais surtout en Occident. En Afrique, le taux reste encore un peu faible. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la présence des femmes en politique? Alors, pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, comme dans beaucoup de pays. Je pense que les discours autour de la parité, de l'implication et de la représentation des femmes en politique, ils sont là. Oui. Alors, sur la réalité sur le terrain, on aura l'occasion d'en parler. Je pense que ce n'est pas encore ça. Ouais. Ceci dit, en Afrique, de manière générale, il y a de beaux efforts qui sont faits. On l'a vu en Éthiopie, on l'a vu la représentation, par exemple, des femmes au Parlement au Rwanda. Qui est l'une des plus élevées au monde. Ouais. Donc, en Afrique, de manière générale, ça dépend vraiment des zones. Oui, ça dépend. Et je pense qu'ici, en Côte d'Ivoire, le vrai souci, c'est que déjà, il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a des lois qui sont mises en place, mais sur le terrain, on ne voit pas ça concrètement. C'est pas représenté dans le nombre de ministres, dans le nombre de députés. Et donc, c'est vraiment de pouvoir agir et montrer l'exemple. Parce qu'on a vu, par exemple, en Afrique du Sud, il y a Belle Lurette, ils avaient, par exemple, leur vice-présidente qui était une femme, qui est maintenant la présidente de UN Women et tout. Donc, il faut vraiment qu'ici, en Côte d'Ivoire, on passe à l'action. Et moins de parole. Je suis complètement d'accord avec vous, effectivement. On a la volonté, on a envie de le faire. Il y a beaucoup de lois, mais on n'agit pas. Comme tous les jours, on porte la question sur la place publique et la question du jour est: pensez-vous qu'il y ait assez de femmes dans la politique? On écoute certaines de vos réponses. Non, il n'y a pas assez de femmes dans la politique ivoirienne. Oui, nous pensons qu'il doit y avoir beaucoup de femmes dans la politique ivoirienne. Parce que les femmes représentent beaucoup de choses dans la vie politique aujourd'hui. Et les femmes, ils accompagnent beaucoup de politiciens. Si tu vois, les politiciens, ils ont beaucoup la force, c'est qu'il y a beaucoup de femmes derrière. Voilà, nous pensons qu'il doit y avoir beaucoup de femmes. Pas du tout, il n'y a pas assez de femmes dans la politique ivoirienne. Bon, depuis longtemps, on sait très bien que la femme a toujours été négligée. On néglige beaucoup la femme dans la société. Bon, en tout cas, on ne considère pas trop la femme, quoi. Dans la société. Pas en Côte d'Ivoire seulement, on ne considère pas trop la femme. C'est dit toujours que la place est soit au marché, soit, mais pas dans la politique. Quand on voit politique ivoirienne dans nos jours maintenant, il n'y a pas trop assez de femmes dedans. Bon, on voit que si les femmes ont mis leurs chances en jeu dans le politique ivoirien, ça aussi, on peut dire que c'est quelque chose à faire. Pour moi, en tant qu'un vrai Ivoirien, bon, tout le monde a la chance pour participer si l'élection de Côte d'Ivoire pour mettre sa chance dedans. On voit dans les pays voisins, les femmes sont présentes là-bas. Bon, si les femmes sont devenues présentes en Côte d'Ivoire aussi, on peut dire non, c'est une bonne chance pour la jeunesse ivoirienne encore, quoi. Non, pas assez de femmes dans la politique. Voilà, parce que nous pensons que les hommes font mieux la politique que les femmes. Donc, il n'y a pas d'assez de femmes dans la politique. Bon, tout le monde est unanime, il n'y a pas assez de femmes dans la politique. Pour une raison ou pour une autre,
on ne sait pas, mais il n'y a pas assez de femmes. Mais c'est clair. Hein. Et beaucoup le déplorent, hein, on a entendu. Et on dit que quand il y a les hommes politiciens sont forts parce qu'il y a des femmes derrière. Mais bien sûr, les Donc, femmes sont militantes. Si les femmes sont devant, là, c'est que c'est gâté. Tu vois. Surtout qu'il n'y a aucune raison pour qu'elles soient derrière et pas En tout cas, Exactement. Bon, allez, on va en parler dans le détail avec nos invités du jour, qui sont des experts dans le domaine. Nous allons accueillir en plateau Fanta Doumbia, présidente du comité de coordination pour la participation politique des femmes, le 2C2PF. Nous avons également avec nous Clovis Delacroix, NDT, consultant en genre, droit humain et gouvernance électorale, qui va nous rejoindre également en plateau. Et puis, honorable Ekono Boni Noël, député de Tia-Salé. On va laisser Madame le député s'installer. Merci. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça va, vous êtes bien installée, Madame la députée? Oui. D'accord. Alors, avant d'ouvrir l'entretien, je propose qu'on regarde ensemble ce reportage de Karine Cassi sur l'état des lieux des femmes en politique. Et ensuite, on va commencer l'interview, d'accord? On regarde ce reportage signé Karine Cassi. 1976. C'est l'année où la Côte d'Ivoire compte pour la première fois une femme ministre dans son gouvernement. Son nom, Jeanne Gervais. Elle occupe le poste de ministre de la Condition féminine sous Félix Houphouët-Boigny. Décennie après décennie, les gouvernements se succèdent et promettent la parité en politique. Bonjour Isabelle. Bonjour. Voilà, je vous présente l'honorable Oulo Josiane, députée suppléante de Niakara. Donc comme vous voyez, il y a des femmes en politique. Hein. Mais dans les faits, les femmes sont peu représentées. Mariam Dao Gabala fait partie des 19 femmes sur les 99 sénateurs ivoiriens. Une proportion féminine bien loin du discours sur la promotion du genre dans les instances de décision du pays. On est si peu nombreuses, on n'est pas encore la masse critique qui peut permettre à ce que la notion de genre soit permanente au niveau de l'analyse des lois et que, quelle que soit la loi, la femme ne soit pas perdante. Quand les femmes rentrent en politique, elles ne peuvent pas se contenter de faire comme font les hommes. Elles doivent montrer qu'elles sont entrées en politique parce qu'elles ont des idées à défendre. Sur 48 ministres qui composent le gouvernement actuel, on ne dénombre que 8 femmes. Et l'Assemblée nationale n'est pas non plus un modèle en la matière. 30 femmes sur 255 députés. Pour pallier à cette triste réalité, la sénatrice Mariam Dao Gabala appelle la gente féminine à prendre ses responsabilités. Femmes, osez. C'est le moment pour vous de vous engager, osez. Si vous n'osez pas, tout le travail de pionnier qui a été fait, ce travail va rester vain. Vous n'êtes pas meilleur que les hommes, vous n'êtes pas pire que les hommes. L'adoption d'une loi en 2020 exige aux partis ou groupements politiques de présenter un minimum de 30% des candidatures féminines aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales. Mais il y a un décalage flagrant entre la politique de parité et la place que la femme occupe réellement selon Dr Seibitra, sociologue. Il est souvent facile de faire des déclarations, mais ce qui est difficile, c'est la décision. Si on veut que les femmes aient plus de place, par exemple, aujourd'hui à la veille des élections législatives, pourquoi les partis politiques ne s'imposent pas 50% de place pour les hommes et 50% de place pour les femmes? Parce que quand il arrive qu'on doit aller au combat, les hommes pensent que les femmes sont moins munies. Mais il faut essayer les femmes ont fait leurs preuves. S'il y a une chose qui fait reculer la femme dans la politique, c'est la violence, comme l'explique Dr Seibi. L'instrumentalisation de la violence aujourd'hui dans le jeu politique africain, et notamment en Côte d'Ivoire, est l'arme trouvée pas seulement pour se tailler une bonne position, mais contre la gente féminine. Donc dans le jeu politique ivoirien, pour que la femme puisse émerger, il faut que la violence soit bannie de la compétition politique. À partir de ce moment-là, l'homme et la femme vont combattre d'égal à égal dans l'arène politique. Lors de l'élection présidentielle de 2020, il n'y a eu que 3 candidatures féminines sur 44. Et au final, aucune n'a été retenue par le Conseil constitutionnel.
Alors, je vais peut-être commencer par vous, Madame la députée. La clôture des dépôts de candidature pour les prochaines élections législatives a eu lieu ce midi. Alors, on sait qu'il y a eu un décret d'application de la loi prévoyant un minimum de 30% des femmes candidates pour ce type d'élection. Qu'est-ce que ça change, à votre avis, ce décret d'application ? Merci. Je voudrais vous remercier et remercier la direction générale qui a bien voulu que moi, députée de la circonscription de Tia-Salé et de Morocco, que je sois ici aujourd'hui sur votre tableau pour pouvoir expliquer ma joie. Parce qu'aujourd'hui, notre président, le président Alassane Ouattara, qui se bat pour les femmes à l'Assemblée nationale, maintenant, on exige qu'il y ait 30% de femmes à l'Assemblée nationale. Quelle joie pour nous les femmes. Parce que nous ne voulons plus rester derrière. Nous voulons être aussi à la lune de la politique ivoirienne. Alors justement, vous partagez un petit peu l'avis de la députée. Vous êtes enthousiaste par rapport à... Oui, nous sommes enthousiastes, comme on peut le dire. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a très longtemps, il y a les stéréotypes qui font que les femmes ne sont pas trop visibles en politique. Et aujourd'hui, s'il y a une loi, nous ne pouvons qu'applaudir l'avènement de cette loi et profiter pour dire merci au président de la République, à son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu constitutionnaliser la promotion de la femme. Et également dire merci à Madame la ministre qui a continué l'œuvre des autres femmes qui l'ont précédée à la tête de ce département ministériel pour avoir aujourd'hui une loi sur le quota pour les femmes. Alors, est-ce que ce quota, il est réel ? Ma question, c'est vraiment ça. Est-ce que sur le terrain, vous avez l'impression qu'on l'observe ? C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que cette loi, l'application soit vraiment effective. Et pour cette période électorale, c'est-à-dire pour les élections législatives de mars, sera un test pour l'application de cette loi. Alors, sur les 48 ministres qui composent le gouvernement, on n'a que 8 femmes. Et sur les 255 députés, on a 29 femmes. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est si en retard ? Parce qu'on est très loin de la parité. Oui, pourquoi la Côte d'Ivoire est en retard ? Moi, je pense que c'est ce que je dis, ce sont les stéréotypes, ce sont les pesanteurs socio-culturelles. Et puis, est-ce qu'il y avait aussi un manque de volonté politique ? Et aujourd'hui, je pense que cette volonté politique s'est affirmée à travers l'obtention de cette loi-là. Dans le même contexte, et je pense que M. Delacroix pourra nous aider en termes de... Parce qu'on sait que vous êtes consultant dans le genre. Je veux vraiment comprendre, parce que là, on est à 11% en termes, comme Kadi l'a si bien dit, il y a 29 femmes sur 255 députés. Et donc, on essaie de partir à quoi ? À 30%. Ça, c'est presque 85 femmes qu'on veut voir maintenant avec ce type de député-là. Est-ce que juste... Et décider d'appliquer la loi, ça va immédiatement faire presque tripler le nombre de députés. Il faut aussi d'abord s'assurer qu'elles sont déjà dans un niveau assez impliqué au niveau de leur circonscription. Après, il faut s'assurer qu'elles ont les fonds pour pouvoir faire cette campagne-là. Et donc, est-ce que vous pensez qu'effectivement la loi va immédiatement faire qu'on aura 85 députés femmes le 6 mars ? D'accord, je vous remercie. La loi est venue corriger certaines inégalités. Si vous prenez la représentation de la femme en Côte d'Ivoire, au niveau de l'Assemblée nationale, il a fallu attendre la 3e législature de la Première République pour voir les premières femmes accéder à l'Assemblée nationale. Je veux parler du professeur Anoma Gladys, de Mme Jeanne Gervais et de Mme Akan Angui. Donc, il y a eu un mutisme juridique. Il n'y avait pas de cadre juridique qui faisait la promotion de la femme. Il a fallu attendre la Constitution du 8 novembre 2016 qui a consacré 3 articles à la promotion de la femme, notamment les articles 35, 36 et 37. Et l'article 36 est plus explicite puisqu'il parle de participation politique des femmes. Et donc, il fallait qu'il y ait une loi pour pouvoir encadrer cela. Quand vous prenez les statistiques, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 255 députés. Sur les 255 députés, nous avons 29 femmes, 11,37%. Nous prenons le Sénat. Le Sénat est une assemblée partiellement élue. Oui.
les premières élections sénatoriales ont eu lieu en Côte d'Ivoire en mars 2018. Et elles ont porté sur les régions. Il y avait 31 régions. Sur les 31 régions, plus les 2 districts autonomes fonctionnels que sont Yamoussoukro et Abidjan. Donc 31 régions, il faut 2 sénateurs par région. Donc ça faisait 62 sénateurs. Plus les 4 sénateurs des 2 districts autonomes, ça faisait 66. Sur les 66, tenez-vous bien, il n'y a eu que 8 femmes, ce qui faisait un pourcentage de 12,12%. Je l'ai dit tantôt que la particularité du Sénat, c'est une assemblée partiellement élue. Et le tiers des sénateurs est désigné par le président de la République, conformément à ses prérogatives constitutionnelles contenues dans l'article 87. Ouais. Et le 3 avril 2019, le président de la République a désigné 11 femmes sur les 33 à désigner, ce qui faisait un pourcentage de 33,33%. Les 11 femmes désignées ajoutées aux 8 femmes élues donnent un total de 19 femmes sur 99 sénateurs, soit 19,19%. Vous prenez les conseils régionaux. Nous avons 31 régions. Une seule femme présidente du conseil régional, en la personne de Mme Anne-Désirée Ouloto dans le Moyen Cavali, soit 3,23%. Au niveau des maires, sur 201 mairies, nous avons 16 femmes, soit 7,96%. Vous voyez bien qu'aucune assemblée élue en Côte d'Ivoire n'atteint le quota de 30%. Et la loi favorisant la loi 2019-870 du 14 octobre favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues, qui dispose dans l'article 3 un quota minimum de 30%, vient corriger ces imperfections au niveau des inégalités du genre. Et nous avons salué en son temps l'avènement de cette loi. Maintenant, ce qu'il importe, c'est l'application, comment les choses se passent sur le terrain. Le problème à ce niveau. Au niveau de l'application de la loi, il y a le code électoral qui avait intégré certaines dispositions de la loi 2019-870 du 14 octobre 2019 favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Quand vous prenez l'article 78 du code électoral, ce code électoral dispose que les dispositions pertinentes de la loi 2019 ne peuvent s'appliquer que pour les circonscriptions électorales de plus de 2 sièges. Or, ces circonscriptions électorales de plus de 2 sièges sont au nombre de 7. Yopougon avec 6 députés, Abobo 6 députés, Bouaké 4 députés, Korogo 3 députés, Kong 3 députés, Koumassi 3 députés et Daloa 3 députés. Ce qui donne un total de 28 députés, soit 10,98% des 255 sièges à pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Le décret d'application, ayant vu certainement quelques imperfections du code électoral, le gouvernement a pris un décret, et le décret 2020-941, le décret d'application de la loi. Et ce décret d'application du 25 novembre vient, un temps soit peu, expliciter les... Mais pour revenir à la question de... Excusez-moi, je vous coupe. Pour revenir à la question de Afou, au-delà de la loi, parce que quand on sait qu'il y a aussi d'autres obstacles qui viennent intervenir dans l'implication des femmes en politique, il y a le fait effectivement qu'elles aient une certaine représentation, une certaine crédibilité dans leur circonscription, et après il y a les fonds. Donc, est-ce que vous pensez qu'une fois que le décret d'application, depuis qu'il a été mis en œuvre, que ça va créer une vraie différence par rapport à ce qu'on voyait jusqu'à présent ? Ce qui caractérise la société, un État, c'est l'existence des lois. Et les lois prescrivent et déterminent les droits de chaque individu. Et les lois sont imposables à tous. Bien sûr. Vous voyez bien qu'il n'y avait pas de cadre légal, il n'y avait pas de cadre juridique. Donc la loi va s'imposer aux partis politiques. Le dernier alinéa du code électoral de l'article 78 parle d'irrécevabilité des listes de candidatures qui ne respecteraient pas le quota de 30%. Donc elles seront rejetées de but en blanc, tout simplement. C'est ce que dit le code électoral. Et nous souhaitons que ce code électoral-là
soit véritablement appliquée. Voilà. Alors, au-delà de la loi, je pense que, est-ce que en Afrique même, les gens supportent les candidatures des femmes? Parce que quand on dit politique, on dit les politiciens doivent savoir mentir, ils doivent pouvoir peut-être tuer un jour, ils sont des malhonnêtes. Est-ce que les gens peuvent encourager même des femmes à entrer dans la politique? Les familles et autres, la société? Non, je n'aime pas cette vision cynique de la politique. La politique, c'est l'art de gérer les hommes. La politique, c'est... Quand tu gères les hommes, il faut avoir de la valeur, il faut avoir des vertus, il faut avoir de la morale. Oui. La politique, ce n'est pas la duplicité, ce n'est pas la tromperie. Je suis heureux de me retrouver sur le plateau avec l'honorable Epono, dont le parcours est éloquent en termes de modèle politique. Elle est là, certainement qu'elle vous présentera un pan de son parcours, mais c'est de tels modèles-là qu'il faut encourager. Elle est partie de rien, elle n'est pas une brillante intellectuelle, mais par son courage, elle a pu s'imposer dans sa circonscription. Au-delà de ce que vous venez de dire, il faut dire que les pesanteurs socioculturels ont dû pendant longtemps freiner les femmes. Il y a également le manque d'autonomie financière. Quand vous regardez un peu dans nos pays, malheureusement, le visage de la pauvreté est féminin. Et il faut des mécanismes pour pouvoir autonomiser ces femmes et pouvoir permettre aux femmes d'exploiter, d'exprimer leur plein potentiel. Oui. Alors, on va revenir dans quelques instants et on va continuer et poursuivre cette conversation avec nos invités. Ce sera juste après une courte page de pub. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission Les femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de la place des femmes en politique. Nous sommes avec Mme Doumbia Fanta, présidente du comité de coordination pour la participation politique des femmes, M. Ndete Clovis Delacroix, consultant en genre, droit humain et gouvernance électorale, et l'honorable Epono Boni Noël, député de Tia-Salé. Alors, honorable, vous avez un parcours assez atypique. Vous aviez le niveau CP2, vous étiez vendeuse d'aubergines à Tia-Salé. Et c'est maintenant, tout récemment, que vous avez obtenu le BEPC. Mais depuis lors, vous avez milité un peu dans la politique et vous êtes aujourd'hui député. Quelles ont été vos forces? Parce qu'on se rend compte avec vous qu'on n'a pas forcément besoin d'un niveau d'intellectualisme avancé pour être dans la politique. Merci. Vous savez, quand tu as la volonté, tu peux y arriver. Et quand tu te fais confiance, tu peux aussi y arriver. Ah, j'aime bien ça. Voilà. Donc, mon époux est administrateur. Okay. Et moi, une ménagère à la maison, avec mon niveau CP2. Il se lève le matin, il va au travail, je suis à la maison, je fais mes nyamakoudi, je fais mes bissap et je vends. Alors, je me suis dit que, écoutez, moi, la femme d'un administrateur, je ne vais pas rester là comme ça. Il faut que je fasse quelque chose aussi pour me faire voir. Me faire voir, mais dans le bon sens. De m'occuper de ma région, de mon département. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me lance dans la politique. Alors, à la maison, mes enfants, comme j'ai un niveau CP2, mes enfants, quand ils reviennent de l'école, avec les effets, on fouillette ensemble, on travaille ensemble, ils m'apprennent à écrire, ils m'apprennent à lire. Et quand je suis députée, maintenant j'ai dit, bon, je suis députée. Ben, on peut me poser des questions à l'Assemblée, mais il faut que je m'exprime et tout ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre des professeurs qui vont m'enseigner à la maison. Mais en temps, mon mari, comme il sait que j'ai un niveau CP2 de temps en temps à la maison, il me fait des dictées, et des exercices et tout ça. En tout cas, j'ai eu un mari. Un mari formidable. Il m'a suivi. Mes enfants aussi. Et j'ai pris 4 professeurs qui m'enseignaient à la maison. Et je viens d'avoir mon BPC. Et vous êtes député. Félicitations. Et je viens d'avoir mon BPC. Et je vais aller jusqu'au bac. Je me décourage pas. Bien sûr, me décourage pas. Je vais jusqu'au bac. Donc, j'ai la volonté de connaître, de savoir. Je veux connaître, je veux savoir. Voilà.
Parce que si je veux rester comme ça, ne pas apprendre à faire quelque chose, c'est pas toujours, il faut tendre la main à ton époux. Donne-moi l'argent pour acheter un pain, donne-moi l'argent pour acheter ta pommade. Mais si la femme même peut se prendre en charge aussi, c'est bien. Donc votre grosse force, c'est votre volonté. C'est ma volonté et ma détermination. Et il faut oser. Il faut oser. Mais quelles étaient les grandes étapes? C'est-à-dire, quand vous avez décidé de vous impliquer dans la politique, quelles étaient les grandes étapes qui vous ont permis d'être députée aujourd'hui? D'être députée aujourd'hui, vous savez, j'ai ma cousine qui s'appelle Danielle Bonnet-Claverie, qui était députée en 80 à Tia-Salé, que je côtoyais beaucoup. Donc, je partais en tournée avec elle. Et c'est à partir de là que j'ai aimé la politique. D'accord. Parce que je tournais un peu avec elle dans la circonscription de Tia-Salé. On partait à Morocco, à Tia-Salé même, on rencontrait les communautés. Donc, je regardais, ça me plaisait. Et je me suis dit, bon, mais elle n'est plus députée. Je peux aussi me présenter. Et c'est comme ça que je me suis présentée. Il y avait 4 hommes. J'étais la seule femme qui n'avait pas un niveau. Mais j'ai gagné les hommes. Ben oui. Et j'ai gagné les hommes. C'est bon d'avoir un exemple. Un exemple, je vais continuer. Je vais continuer. Je baisse pas les bras. Cette année encore, je serai candidate. Et vous allez gagner. Et je vais gagner, pourquoi pas. C'est intéressant que vous ayez parlé de cet environnement qui peut-être a favorisé votre entrain et votre engouement pour la politique. Vous savez, j'étais fille des salles à l'hôpital de Tia-Salé, où j'ai fait 18 ans comme fille des salles. Donc, les femmes qui venaient, les hommes qui venaient, j'étais toujours à la disposition des gens. Et ça aussi, ça favorisait. Parce que lorsque j'étais fille des salles à l'hôpital, ceux qui venaient, je les recevais et puis j'ai beaucoup pitié. Donc, bon, tout ça aussi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Mais alors justement, je me pose la question, peut-être que vous pouvez nous aider à répondre, Fanta Doumbia. Est-ce que le fait justement d'être entouré peut-être de personnes qui vous aident ou de personnes qui vous inspirent, ça aide, mais quand on est complètement isolé et qu'on n'est pas dans... On n'a ni un époux qui est administrateur, ni une cousine qui est députée, en Côte d'Ivoire, en tant que femme, est-ce que c'est aussi accessible de se lancer en... Oui, merci bien. Je pense qu'elle, son exemple est bien parti. Mais il faut dire que la politique aussi, c'est quelque chose qui se prépare. Oui. On ne se lève pas du jour au lendemain pour pouvoir faire la politique et pouvoir être aussi député ou encore maire dans une circonscription. Il faut être au contact de la population parce que c'est cette population-là qui va vous élire et il faut faire ses preuves. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. C'est ça. Et ces femmes-là, qu'elles soient nanties ou pas, il faut avoir de l'audace. Ouais. Il faut avoir de l'audace, de la détermination et la volonté de pouvoir faire quelque chose. On remarque, on a ce point commun là pour toutes ces femmes qui devaient se lancer à la politique. Maintenant, il y a le volet financier qui est vraiment un obstacle à beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Vous comprenez par exemple qu'il y a pour être député ou pour être candidate dans des partis politiques, il y a une caution de 500 000 par exemple. Ce qui est énorme. C'est énorme. Pour une femme, comme l'a déjà dit M. Ndete, vous savez, la pauvreté a le visage féminin. Et dire à une femme commerçante, qui vraiment, bien qu'elle soit dans un parti bien engagé, vous lui demandez 500 000 de caution, je crois que c'est vraiment trop. Alors que la politique ne doit pas être quelque chose d'élitiste. Élitiste, absolument. Il faut permettre à tout le monde de participer, parce que c'est la participation de tous et de toutes. Donc, il ne faudrait pas que la politique soit l'apanage seulement d'une catégorie de personnes. Et c'est justement ça. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on remarque, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui militent au sein des partis, c'est-à-dire lors des meetings, il y a beaucoup de femmes, mais quand il s'agit des postes de décision, des députés, des maires, elles sont absentes. C'est sûrement le côté argent, en fait. Voilà, parce que financièrement, il y a un obstacle. Donc, c'est un plaidoyer que nous faisons dans ce sens-là. Si on veut vraiment faire la promotion de la participation
participation politique des femmes, que les femmes soient quand même nombreuses dans les assemblées. Il faut un accompagnement financier. Et en plus, vous parlez de la caution de 500 000. En moyenne, les frais, ce qu'on appelle de campagne, pour faire des élections, ça varie de 500 millions à plus de 200 millions de francs CFA. Donc, quand tu penses à une dame qui doit dépenser 50 millions pour faire une campagne en communication pour ses affiches, c'est vraiment énorme. Le chiffre est énorme. Et donc, on voit la plupart du temps, comme Kadi le disait si bien, c'est les ministres qui sont aussi déjà ministres, qui deviennent être députés. C'est les mêmes personnes qui sont déjà dans les positions quand même assez élevées ou qui sont nantis, qui viennent maintenant et qui veulent être dans ces postes politiques-là. Et la plupart du temps, c'est des postes où tu veux la personne lambda que tu côtoies au jour le jour te représenter, parce que c'est eux qui connaissent vraiment les réalités du terrain, surtout quand on parle des zones rurales. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont à Abidjan, qui ont déjà tous les postes, ministres et autres, qui vont se représenter. Donc, je trouve que même dans cette représentation de femmes-là, je trouve qu'elle n'est pas assez représentante encore des femmes. Oui, parce qu'une femme rurale ne peut pas être à l'Assemblée nationale, ne peut même pas être maire. Et ne peut même pas alors qu'un député, c'est un élu de la nation. Et justement, alors donc ça c'est un point de vue qui n'est pas forcément pris en considération par les lois. Par les lois. Ouais. D'accord. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut que les femmes soient quand même accompagnées. Il faut que les femmes soient accompagnées. Si on décide de faire la promotion des femmes dans les assemblées élues, il faut voir aussi ces accompagnements-là. Mais peut-être aussi que les femmes doivent elles-mêmes commencer à se prendre en charge. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. Il faut préparer le terrain. Il faut être autonome financièrement. Donc, elle doit commencer elle-même à avoir quelque chose. Et puis, compter aussi sur les partis, parce que les partis politiques reçoivent aussi des subventions. Pourquoi ne pas utiliser ces subventions aussi pour encourager les femmes qui sont candidates? Alors, je vous donne par exemple mon exemple. Lorsque j'étais en campagne, quand mes adversaires viennent qui déposent 100 000, moi je ne peux pas déposer 100 000. Une ménagère comme moi, mais je donne 5 000 francs avec une bouteille de guine. Or, eux, ils donnent soit 2 bouteilles de guine avec 100 000. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Mais mon contact, ma manière d'aller vers la population, l'approche, a fait la différence. Parce qu'ils viennent dans les grandes voitures teintées, les vitres teintées, ils saluent comme ça, ils s'en vont. Mais il faut descendre de ta voiture, va vers les femmes, va vers les hommes, va vers les jeunes, échange avec eux, demande à la population quels sont vos problèmes. Il faut être en contact avec la population. Alors, ça aussi, ça paye. Alors, on va peut-être parler un petit peu de la violence. On l'a entendu dans le reportage de Karine Cassi. Il y a une violence qui existe en politique, qui se manifeste notamment à l'égard des femmes qui ont peut-être moins de pouvoir, moins de relations, moins de moyens. Comment est-ce que vous pensez que ça se manifeste, ce problème de violence ? Oui, la violence en politique existe bel et bien. C'est vrai, de manière générale, les femmes sont victimes de violence, mais en politique encore, elles sont doublement victimes. Parce qu'elles s'expriment de manière verbale. Parce qu'on dira pour tout ceci, pour pouvoir décourager les femmes, parce qu'on a vu, pas plus tard, dans le mois de juillet-août, je vais parler de Honorable Yassine, qui a eu son mur caricaturé avec des grossièretés. Ça, c'est parce que c'est une femme. Et c'est une femme politique. Là, c'est pour saquer son moral, pour ne pas qu'elle puisse continuer. Et ce n'est pas tout le monde qui peut supporter cela. Ça, c'est vraiment... Et ceci est visible vraiment en politique, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout d'ailleurs. Il y a aussi, quand vous êtes candidate, on peut vous traiter parce que vous êtes candidate, parce que vous êtes sorti avec telle personne. C'est toujours un... Et toujours, voilà, ce sont ces stéréotypes-là qui vous collent à la peau. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour la candidate elle-même et même pour la famille. C'est ça. La famille, parce que c'est un déshonneur pour cette famille-là de voir cette femme vue comme une pute, excusez-moi du terme, une femme vue comme celle qui se livre à tout le monde, alors qu'elles se battent pour avoir les places, pour avoir leurs mots à dire, où tout le monde doit parler. Voilà. Alors, au Rwanda, la représentation des femmes en politique, le Rwanda est déjà le pays qui a la représentation la plus élevée. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire pourrait arriver un jour à ce niveau-là? Oui, la Côte d'Ivoire peut arriver, pourquoi pas.
la Côte d'Ivoire peut arriver. Parce qu'on peut dire que la guerre était favorable à la situation rwandaise, parce qu'après la crise rwandaise, donc les femmes, vraiment, pendant que les hommes discutaient, se sont vraiment préparées et se sont accaparées vraiment l'hémicycle. Mais la Côte d'Ivoire, ici, nous avons des compétences. Il suffit seulement que les partis politiques veulent. Et les femmes, vous savez, généralement, les politiciens disent, si vous voulez tester votre popularité dans une circonscription, voyez si les femmes sont avec vous. S'il y a les femmes, ça veut dire que vous allez... Ça veut dire quoi? Ce sont les femmes qui font les hommes. Ce sont les femmes qui élisent les femmes. Donc, ça veut dire qu'en termes de population électorale, parce que quand vous voyez la dernière révision électorale, la liste électorale, les femmes sont 48,% d'électeurs. Elles sont électrices. Contre 51 pour les hommes. Donc, ça veut dire que c'est déjà une grande partie de la population. Maintenant, au niveau même de la population, les femmes sont 49,%. Ouais. Donc, en termes de population, elles sont nombreuses. Et en termes aussi d'électrices, c'est un poids électoral qui peut jouer en la faveur des femmes si les femmes arrivent à voter même les femmes. Ouais. Alors, une dernière chose peut-être, oui, avant de conclure, allez-y, je vous en prie. Oui, je veux, au niveau de... Pour revenir au problème du Rwanda, au niveau des mécanismes juridiques de promotion de la participation politique des femmes, il y a la question des sièges réservés. Au Rwanda, il y a eu la question des sièges réservés. Donc, un certain nombre de sièges avaient été réservés aux femmes avant toute élection. C'est ça. Donc, c'est ce qui a permis que le Rwanda puisse faire ce bond. Donc, il y a la volonté politique. En Côte d'Ivoire, la volonté politique est affichée. Et j'ai eu à le dire depuis la loi fondamentale qui a consacré 3 articles à la promotion de la femme. Et il y a eu la promulgation le 14 octobre 2019 de la loi 2019-870 favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Et également le décret du 25 novembre 2020. Vous en avez parlé. Donc nous avons bon espoir, avec cette volonté politique affichée, que la question de la représentation des femmes puisse être améliorée. Un dernier mot, honorable, Madame la députée? Moi, je pense que depuis la déclaration de Pékin en Chine, et notre président, le président Alassane Ouattara, a vu qu'il faut que les femmes se lancent dans la politique. Donc aujourd'hui, il soutient les femmes. Donc je pense que notre président, s'il veut que les femmes soient à l'Assemblée, s'il veut que les femmes soient maires, s'il veut que les femmes soient au Sénat, je demande à notre papa, le président Alassane Ouattara, de mettre les moyens pour les femmes qui doivent se présenter. Parce que si nous n'avons pas les moyens, mais on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont dans les marchés. Quand il n'y a pas à manger à la maison, c'est la femme. C'est la femme qui va dans les plantations et elles font sortir la nourriture, le piment, les aubergines, les condiments et tout ça, et elles envoient au marché et on achète et on prépare. Donc, comme ils pensent aux femmes, qu'il termine en même temps. Terminer ce qu'il a commencé. C'est qu'il a commencé. C'est qu'il a si bien commencé. C'est qu'il a si bien commencé. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Bonne chance, Madame la députée. Bonne chance. Pour l'élection, bien sûr. J'espère qu'on vous retrouvera encore. En tout cas, quant à nous, nous avons été beaucoup inspirés. Vous êtes un modèle de réussite et j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes dans la politique maintenant. Mesdames et messieurs, l'émission continue tout juste après la pub. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des femmes d'ici. Alors, avoir une entreprise ne fait pas automatiquement de vous un bon leader. Lorsqu'il s'agit de gérer un business et de manager des hommes, surtout, il y a plusieurs considérations à prendre en compte et certaines qualités à démontrer. Justement, Afou va nous en parler dans le détail, dans la chronique Parlons Business tout de suite.
Très bien les filles, donc comme Alain l'a si bien dit, aujourd'hui dans ma chronique Parlons Business, on va parler des qualités ou des compétences d'un bon manager, un bon leader, un bon chef d'entreprise. Bon, je sais que très souvent ici on parle de stratégie financière, de comment vraiment opérationnaliser son entreprise et tout ça, mais le capital humain est l'une des parties les plus importantes des entreprises. Et comment tu gères ce capital-là, comment toi-même tu gères ce stress additionnel-là d'être chef d'entreprise, on en parle et puis je vais quand même aller étape par étape sur 5 points que moi je pense qui sont très, très importants ou fondamentaux, en tout cas pour être un bon chef. Okay. Donc on y va. La première des choses, c'est l'organisation. Surtout, déjà à toi, ton niveau, mais au niveau même de tes employés, que chacun sache quel est son rôle, ses responsabilités et tout ça. Et l'organisation permet aussi de toi-même pouvoir déléguer. Et ça, c'est un souci que beaucoup de chefs d'entreprise ont. Ils pensent que c'est eux seuls qui peuvent tout faire. Et après, tu as du surmenage, tu as des personnes qui font tout et tu as d'autres qui sont là et puis qui n'ont rien à faire. Donc, il faut vraiment s'organiser, savoir déléguer. Et une grande partie de cette organisation-là, c'est la communication. Communiquer très clairement avec vos employés, mais aussi sur les tâches, sur la structure, pour qu'il n'y ait pas de ligne qui ne soit pas vraiment claire où d'autres personnes peuvent se sentir frustrées et tout ça. Et donc, ça va sur le deuxième point, qui est bien sûr le stress. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, il y aura toujours des situations où il y aura peut-être des querelles, il y aura même des situations financières qui vont arriver avec l'entreprise. Donc à ce moment-là, il faut savoir vraiment pouvoir gérer non seulement ton propre stress, mais pouvoir aussi gérer les différentes animosités dans ton staff et puis vraiment être un bon diplomate. C'est-à-dire comment négocier avec tes employés, donner des ordres, mais aussi leur faire comprendre le pourquoi. Tu sais, la plupart du temps ici, les gens disent toujours « fais ci », mais pourquoi? Il faut prendre souvent les employés comme des enfants. Par exemple, moi, ma fille, même à 2 ans, quand je lui dis « fais quelque chose », elle veut savoir pourquoi. Et c'est pareil avec les employés. Il ne faut pas être un boss qui donne des ordres à tout moment, mais si tu leur expliques le pourquoi du comment et le fondement de la chose, ben, ils auront encore plus de plaisir, peut-être. Tu veux dire que pour toutes les tâches et toutes les décisions, tu dois vraiment passer un petit peu de temps à expliquer. Toutes les tâches où je te dis, bon, ramène-moi un café, tu dois expliquer que non, là, je suis fatiguée. Non. Mais franchement, moi, je trouve que j'ai beaucoup plus d'autonomie et je me sens encore beaucoup plus empowered, je ne sais pas comment dire ça, mais quand je sais pourquoi je fais quelque chose. Donc, si j'ai une tâche et si j'ai une mission dans l'entreprise, explique-moi que voilà, le rôle de la communication est très important parce que c'est notre image et tout ça. Et quand la personne comprend comme ça, peut-être même qu'il sera beaucoup plus soigné sur les fautes d'orthographe et tout, parce qu'il sait que c'est l'image de l'entreprise qu'il renvoie. C'est pas de l'autorité pour l'autorité. Voilà, exactement. Et donc, tu peux être pointilleux, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi tu l'es. Voilà. Et donc, un autre point, c'est être disponible. Et puis, avoir de l'empathie. Il faut souvent se mettre à la place de tes employés et comprendre leur situation et ne pas toujours être en mode fais ça et puis voilà, c'est tout, quoi. Après, une dernière chose, c'est surtout déjà inspirer et motiver l'équipe. Parce qu'après, moi, je trouve qu'on passe beaucoup de temps au travail. C'est-à-dire, même si tu vas au travail de 8h à 18h, c'est 10 heures de ta vie que tu passes là-bas. Donc, il faut que tu sois dans un environnement où toi-même, tu sens que le travail que tu fais, il compte. Deuxième chose, que tu as inspiré et que tu as une certaine motivation pour pouvoir toujours faire mieux et aller de l'avant avec l'entreprise. Et surtout quand c'est une start-up, c'est-à-dire une nouvelle entreprise, tu veux que ton staff se sente investi dans l'entreprise. Et pour le faire, il faut que toi-même, tu arrives à les inspirer, soit avec ton produit ou ton service, ou même par ta personne. Et les différentes recherches montrent que les gens même, ils aiment plutôt quand c'est la personne qui les inspire. Comme ça, ils ont encore plus envie de te suivre dans toutes sortes de projets parce qu'ils aspirent à faire comme toi, ils aspirent à avoir tes compétences ou tes attitudes. Et donc, c'est toujours très important de les inspirer et de partager ces connaissances-là avec ton staff ou tes employés. Et donc, il faut quelque part, limite, que le chef d'entreprise soit un petit peu un mentor pour... voilà, exactement. La question de mentor est très importante. Alors moi, je t'écoutais religieusement parce qu'on ne finit jamais d'apprendre et j'apprends. Côté mentor, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont travaillé avec moi qui non seulement ont changé, même que ce soit le vestimentaire, leur manière d'être, tout a changé. Des conseils et tout. Par contre, côté délégué, là, je suis totalement d'accord parce que j'arrive pas... En fait, j'ai l'impression que si je ne fais pas là, ça ne va pas bien se faire. Et ça, c'est un gros problème. C'est un challenge pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes. Mais il faut le faire graduellement. Moi, ce que je fais, tu délègues, mais après, tu vérifies. Moi, je suis très control freak, genre, je vérifie tout. Et tu micromanages. Micromanage un tout petit peu, mais ça aussi, c'est pas bon. Donc, il faut tous qu'on essaie de faire un peu mieux et faire confiance aux gens. Et le plus de confiance tu leur donnes, en plus, eux-mêmes, ils vont se sentir un peu plus responsables aussi. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup pour les tips. Merci, Afou. Alors, maintenant, on va passer à la chronique Ça crash ou ça clash. Vous connaissez la chronique Ça crash ou ça clash. On va donner nos coups de cœur ou nos coups de gueule. Tout de suite dans la chronique Ça crash ou ça clash.
Alors, on va commencer par toi, Hafou. Oui. Alors, dis-nous, est-ce que tu crushes ou tu clashes? Moi, j'ai un gros crush parce que franchement, et même sur ce plateau, la plupart du temps, on s'est habillé par des designers africains. Et j'adore. Franchement, moi, j'étais une grosse fast consumer, je ne sais pas, Zara, H&M, fast fashion. Vraiment pratique, je suis toujours en noir, en bleu, dans des vestes. Mais franchement, je trouve que même en termes de tailleurs africains, de tenues, bien que tu peux prendre pour aller au travail, les designers africains, franchement, ils assurent. Et je trouve que non seulement on a différentes couleurs, différentes textures. C'est moins genre ennuyant que mes blazers noirs de tous les jours. Ouais. Maintenant, je peux prendre une jolie petite robe, un joli blazer, mais quand même qui a une petite touche de pagne ici et là. Donc franchement, gros crush sur nos designers. Personnalisé. Voilà, exactement. Gros crush sur nos designers africains qui nous habillent très bien. D'ailleurs, on est habillés aujourd'hui par des designers africains. Voilà, la plupart du temps. Donc on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver de jolis designs. Trouver de belles choses. Donc, faut pas aller trop loin. Alors moi, je clash aujourd'hui. Je clash parce que j'ai été dessus. Il y a un acteur qui s'appelle Armie Hammer, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été... Social Network. Voilà, il est en pleine ascension dans sa carrière cinématographique. Il a fait le film Rebecca sur Netflix. Rebecca, qui est un très beau film, Call Me By Your Name, ou encore... The Man from U.N.C.L.E. C'est un acteur, il est super beau. Voilà, on pourra le voir ici. Alors, il se trouve que cet acteur-là a des tendances cannibales. Et de... Non, ça c'est petit. Cannibale, il mange les gens. Oui, j'arrive. Explique. Voilà, je vous explique. Tout récemment... J'ai raté un épisode-là. Ouais. Il y a un gros scandale sur lui en ce moment parce que tout récemment, il y a des SMS qu'il aurait échangé avec son ex-maîtresse, ils ne sont plus ensemble, qui est sorti par une page Instagram. Et dans les SMS, il dévoilerait ses tendances de violeur, où il lui dit, et je cite, parce qu'il faut que je cite ça, il lui dit « Pense à moi en train de te violer, de te demander de te découper les veines, de prendre ce sang-là comme du lubrifiant. Et il lui dit aussi, j'ai bien envie que tu me coupes un bout de ta peau et que tu le cuisines pour moi. » Comment vous pouvez penser qu'un joli garçon peut faire des choses comme ça? C'est horrible, C'est horrible, en fait. Et donc... il lui dit, j'aimerais couper un bout de ton orteil pour le mettre dans ma poche afin de me promener toujours avec toi. Et du coup, aujourd'hui, c'est un gros scandale sur lui parce qu'on se rend compte que si les SMS n'étaient pas sortis, ça aurait pu être un serial killer demain. Ouais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas, mais en tout cas, clairement, c'est bizarre. Voilà, c'est-à-dire il est vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Il est en procédure? Alors non, là, il n'a pas fait de déclaration officielle. Il a juste dit que c'est des tendances, c'est des insinuations et qu'il ne va pas répondre à ça. Mais il est sur un prochain film avec Jennifer Lopez qui devait se tourner très, très, très bientôt, là, mais il s'est retiré lui-même du projet. Mais c'est acté, c'est sûr, c'est ses messages. Ben oui, ce sont ses messages. Et de plus en plus de femmes, des ex-maîtresses avec qui il était, sont venues confirmer. C'est-à-dire, elles n'ont pas fait sortir de messages, mais il y a une qui lui a dit, par exemple, quand elle maîtresse, tu veux dire ex-copine? Oui, ex-copine. Et qu'il était marié. C'est tout récemment qu'il est en train de divorcer. Mais il avait des maîtresses pendant qu'il était marié. Mon Dieu. Et donc, c'est tout récemment, une de ses maîtresses est venue dire que, souvent, quand ils sont ensemble, il lui dit, oh, tu me plais tellement, j'ai envie de te briser les côtes pour les manger en barbecue. Mais il a déjà fait quelque chose, il a déjà eu des gestes violents? Non, juste que la dame disait que c'était surtout des paroles. Et tu sais, souvent, les paroles, là, si on met vraiment les actes, peut-être. Donc moi, j'ai un coup de gueule comme ce gars-là. En fait, moi, je sais même pas, je suis choquée. Je suis choquée, en fait. Oui, je suis confuse, je sais pas, en fait. C'est un truc de dingue. Ouais, non, mais en colère aussi, parce qu'après, j'espère qu'il y aura une procédure. Le pire, c'est qu'il est en train de divorcer de sa femme tout récemment, et sa femme dit qu'elle n'était même pas au courant. Elle est choquée. Elle a fait 10 ans avec lui, elle est choquée. Je vais aller lire dessus parce que c'est une histoire très intrigante et bizarre. C'est sûr. Bon, alors, moi, je m'intéresse à ce qui se passe en Ouganda ces jours-ci. Alors, vous le savez peut-être, les filles, si vous avez suivi l'actualité politique dans ce pays d'Afrique de l'Est, qu'il y a eu des élections présidentielles et que Yoweri Museveni l'a emporté sans grande surprise. Ce président qui est à la tête du pays depuis des décennies. Et alors, le volet pour lequel j'ai un gros clash, personnellement, c'est l'arrestation de l'un des candidats à l'élection présidentielle qui a accusé le président sortant et le gouvernement de fraude. Donc Bobi Wine, qui est connu pour être un grand militant activiste et qui a été arrêté je ne sais combien de fois. C'est la Xème fois. Et là, maintenant, depuis quelques jours, il est assigné à résidence. Et apparemment... il a déclaré, en tout cas sur Twitter, lui et sa femme n'auraient même pas accès à de la nourriture, ils manqueraient de nourriture, ils sont complètement confinés chez eux, n'ont plus accès à vraiment de la communication, à part Twitter où ils
où il dénonce ce qui se passe. Et en fait, c'est juste incroyable ce qui se produit en Ouganda depuis des années. Et en fait, le problème, ce qui me désole vraiment, c'est comment on empêche la liberté de la parole. Enfin, il n'y a aucune capacité de critique, aucune possibilité de dire... Mais si on lui coupe toute la communication, comment il fait pour avoir Twitter? Non, il a son téléphone. Ce que je veux dire, c'est que... Enfin, ok, ça change. Mais ce que je veux dire, c'est que son moyen de communication, c'est son téléphone, où il écrit sur Twitter, il se passe ci, il se passe ça. Mais dans les faits, personne ne lui a porté assistance jusqu'à présent. Et puis... il y a un blocage politique. En fait, c'est un blocage politique et c'est surtout que tu peux pas faire grand-chose dans un pays comme l'Ouganda où de temps en temps on coupe Internet, les gens peuvent l'accès à... Même avoir des mouvements de rétaliation, c'est tellement difficile à organiser parce que le gouvernement vous met dans la peur. Il y a une sorte de mutisme. Il emprisonne vos gérants, donc c'est compliqué. Et les opposants sont systématiquement... Lui, comme je disais, c'est la xème fois qu'il se fait arrêter. Si, ouais. Lui, je sais même pas pourquoi il continue, parce qu'en fait, à ce stade, tu te dis, mon Dieu, quoi. Ils vont plus le faire sortir. Voilà, gros clash. Il faut suivre avec attention ce qui se passe en Ouganda, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, l'émission continue. J'espère que vous avez clashé ou crashé. Ça dépend de vous. En tout cas, nous, l'émission continue juste après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici. On est donc passé au labo pour la dernière partie de notre émission. Et pourquoi? Parce que nous avons un petit quiz de culture générale, comme d'habitude. Quiz Non, de temps en temps, c'est pas moi, mais bon, là, il se trouve que c'est moi. Et on va essayer de rester collé au thème et on va parler de femmes en politique. D'accord. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le reste du continent. Donc, on va tester votre culture générale. Ça sera chaud, hein. Des femmes en politique. Parce que moi, je connais pas beaucoup de... Enfin, je peux pas me souvenir, en fait. Moi, je suis très mauvaise avec les noms. T'es très mauvaise, quoi? Avec les noms, en fait. Ouais. Genre, je reconnais les visages, et puis c'est des gens que je suis beaucoup. Ouais. Mais leur nom et puis leur position, c'est Yako, on sait pas comment tu vas faire, alors. Ça va être chaud. Alors, je vais vous montrer les photos la prochaine fois. D'accord. Ouais, c'est vrai. Qui a été la toute première ministre en Afrique? En Afrique? Ministre? Ouais. Je sais pas. C'est pas... Attends, je pense que c'est un pays dans l'Afrique centrale. Ok. C'est en Afrique centrale, non? D'accord. Oui. C'est en Afrique centrale. Et c'est où? Mais quel pays? Dis-nous, donne des indices. Donne des indices, donne trois. Trois noms. Si tu viens de dire un pays d'Afrique centrale. Oui, mais j'ai oublié, c'est ça? Donc, donne des indices. C'est en Centrafrique. C'est en Centrafrique. Je bravo. Encore comment elle s'appelle? Elle s'appelait Dominique ou Isabelle ou Elisabeth ou... Elle s'appelle Elisabeth Domitien. Bravo! T'as vu? Moi, je soupçonne Kadi d'avoir regardé mes fiches. Moi, je n'ai pas regardé des vrais, c'est vrai. J'ai dit Dominique. Elisabeth. Bravo. Oui, c'est ça, c'est Elisabeth Domitien, première ministre en Afrique, en 1974, pour la petite histoire. Non, mais parce que ça, Bien joué. On a vu ça un peu. J'ai vu ça un peu quand je faisais certaines recherches. Sur le sujet. Ouais. Elle a été présidente du Malawi de 2012 à 2014, après avoir été vice-présidente du président Bingu wa Mutharika de 2009 à 2012. C'est la première femme chef d'État en Afrique australe. C'est vrai. Je connais son visage, je connais pas son nom. C'est là, vous, non? Non. Joyce Hilda Banda. Désolée pour les questions difficiles, je sais pas si... Donc, c'est trop difficile, ça. Je vois le visage, au fait. Bon, ça allait tout le temps. Même récemment, elle a fait un genre de webinaire sur... Oui, elle est très visible. Elle parle beaucoup sur l'art et tout. Elle fait beaucoup de communication là-dessus. Joyce Hilda. Elle porte toujours des tenues africaines, même quand elle va aux Nations Unies et tout. Elle représente vraiment... africaine. C'est Joyce Hilda Banda. D'accord. En 1976, ça c'est pour la Côte d'Ivoire, elle est nommée ministre chargée de la condition féminine jusqu'en 1983 par le président Houphouët-Boigny. Qui est-elle? Bon, on en a parlé, on l'a évoqué son nom, il me semble que l'un de nos invités a évoqué son nom pendant... Mais pourquoi tu ne donnes pas des questions à choix multiples? Ouais, parce que là... Tout à l'heure, on a évoqué son nom. On a évoqué le nom de plein de personnes. Jeanne Gervais. Je vais même pas Désolée, j'ai pas pris. Ma sœur, c'est pour ça que je dis, Madame Quiz, viens, tu vas poser tes questions, toi, mais tu vas répondre. Désolée. Bon, allez, là, il y a une question à choix multiple. Ces femmes ont été à l'Assemblée nationale entre 2011 et 2016. Je vous donne leur nom, vous me donnez leur fonction. C'est ça, c'est les multiples, là. Enfin, c'est pas choix multiple, disons qu'il y a plusieurs réponses. Afoussiata Bamba Lamine. Elle était ministre de la Communication. Oui. Elle était à l'Assemblée nationale. Non, mais elle était à l'Assemblée nationale. Oui. En tant que conseiller. Non, c'est-à-dire que leur fonction en dehors de ça. Bon, on ne pourra pas te dire. Moi, je sais qu'elle voulait être députée, ça n'a pas marché.
Non, mais toutes ces femmes-là étaient à l'Assemblée nationale. Ah bon? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles faisaient avant ou en dehors de ça? Non, je savais pas. Je sais juste qu'elle était ministre de la Communication. En fait, j'ai qu'à sauter la question. En tout cas, Ok, mais je vais vous apprendre. Voilà, Afoussiata Bambalamine, conseillère juridique. Kabanyale. Oui, elle est ministre du Plan en ce moment. Mais... On n'est pas ministre, on est à l'Assemblée, là, elle faisait quoi à l'Assemblée? Non, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie même? Dans la vie, sa formation, c'est quoi? Elle est ingénieure, statisticienne, économiste. Candia Camara. Elle est enseignante. Voilà. Attends, elle. Et Ama Marie Tewa. Aucune idée. Docteur d'État en droit. Docteur d'État en droit. Mais c'est vrai, c'est pas mal. Franchement, tu te débrouilles pas mal, Kadi. Alors celle-ci, je pense qu'elle est un peu plus facile. Je suis modeste, sinon je suis très très intelligente. Dis-moi un peu. Quel est le nom de la présidente d'Éthiopie? Sirleaf? Non, ça c'est Libéria. Alors ça c'est bien pour remettre en cause ton... C'était le Libéria, madame. La fois dernière, je me suis trompée. Libéria et puis Éthiopie. Je sais pas, il y a une présidente là en ce moment. Oui, il y a une présidente depuis 2 ans. Mais c'est une présidente honorifique. Mais c'est pas grave, c'est une femme. C'est vrai que c'est un titre plus qu'autre chose. C'est symbolique. Et oui, c'est un nom. Son nom c'est Saleh Work. Zewde ou Zewde, c'est comme ça qu'on dit. Alors elle est diplomate et femme d'État éthiopienne, présidente de la République depuis le 25 octobre 2018 et c'est la première femme à exercer cette fonction en Éthiopie, en sachant que le Premier ministre est un homme. Et c'est qui? Ah, lui, j'entends toujours parler de lui. Oh là là. Et il est jeune, ouais. Abiy Ahmed, celui qui fait la guerre en ce moment en Érythrée. Là, on est nul. Allez, celle-là, franchement, je pense que... je ne sais pas si vous allez la voir. Au Nigeria, le pays d'origine d'Amina... Au Nigeria, l'actuelle ministre des Finances est une femme. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Ahmad. Oui. Ahmad quelque chose. Oui. Avant, c'était Dr Ngozi. Ahmad. Oui, maintenant, c'est... oui, c'est une dame. Ahmad, c'est Ahmad quelque chose. J'ai oublié son prénom. Mais là, j'ai déjà trouvé là. C'est pas mal. Zainab. Zainab, voilà. Ah ouais. C'est ça. Mais quand même, le Nigeria, ils sont à féliciter. Parce qu'après, moi, j'ai l'impression qu'ici, la plupart du temps, les ministres qui sont femmes ont des positions ministre de la femme, ministre de la solidarité, communication, ministre de l'éducation. Ouais. Mais après, quand tu mets une femme ministre des Finances, après ministre du Plan et tout, c'est vraiment des postes très importants. Jusqu'à ce qu'on ait ministre de la Défense. Surtout qu'à travers le ministère de Finances, tu peux faire plein de choses pour les femmes. Voilà, exactement. Tout se gère à ce niveau-là. Une dernière question. Alors, ça concerne ça, pour le coup, je pense que tu vas la trouver... Afou. Parce que Afou n'a pas encore trouvé quelque chose. Non, mais je t'aide depuis là. Je suis en train de t'aider. Ah bon. Je suis presque sûre que soit tu l'as rencontrée, en tout cas, tu étais dans les endroits où elle était à un moment donné. Donc, c'est une Nigériane et elle a été, comment dire... nommée pour être candidate et présidente de la Banque mondiale, enfin de l'organisation ou de la Banque mondiale. Et ça n'a pas fonctionné parce que Washington s'y est opposé. Et c'était de World Trade Organization maintenant qu'elle est en train de partir. Organisation mondiale du commerce. Exactement. World Trade Organization. Et comment elle s'appelle? Dr Ngozi. Donne-moi tout son nom, non? Okonjo. Ça continue là-bas. Okonjo Iweala. Elle a toujours un foulard. Oui, elle aussi, elle est... Mais c'est une dame super dynamique. Et là, quand on parlait, je ne sais pas si vous avez lu un peu sa biographie, quand on parlait des violences faites aux femmes, ils ont kidnappé un membre de sa famille. Donc c'est ce genre de pression-là, en tant qu'elle était ministre des Finances au Nigeria, c'est ce genre de pression-là que tu dois encore travailler. C'est en plus de ton travail qui est assez difficile. Maintenant, tu as je ne sais pas moi, cette conscience que est-ce que quelque chose était arrivé à cette personne-là, au fait, à cause de toi. Mais elle est superbe. Je l'ai rencontrée aussi à Harvard plusieurs fois. C'est ça la politique, Mais ce qui est dommage avec Madame Ngozi, c'est qu'effectivement, elle était candidate pour l'Organisation mondiale du commerce, mais Washington s'y est opposé. Et c'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir une femme africaine à la tête de cette organisation. Et en plus, elle est plus que qualifiée, au fait. Elle a un PhD en économie. Elle a fait plus de 20 ans à la Banque mondiale. Elle est assistante fellow à Harvard, c'est-à-dire elle vient assez souvent. Elle a toutes les qualifications. Mais après, mais comment on ne prend pas au sérieux, toujours... Non, je ne sais pas, il y a vraiment un blocage au niveau de Washington. Et puis, non, mais je pense que c'est beaucoup d'a priori sur...
je pense qu'il y a un peu un glass ceiling quand il s'agit de leaders africains. On ne nous a pas encore donné. On nous a pas encore donné cette force-là. C'est encore, moi je dis, tout tourne autour des finances. La plupart du temps, quand ils doivent voir le CEO de la Banque mondiale, c'est les États-Unis. Après, ils font, OK, on donne à un Européen. Après, c'est les plus grands contributeurs, en fait, qui ont tout le choix. Et nous, les après, Africains, on nous fait patienter pour l'instant. Écoutez, c'était plus, on va dire, une sorte de leçon de culture. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, elle nous a lu ses cartes. Et puis, tout le monde a appris en même temps. Et puis, nos téléspectateurs, on a appris en même temps que vous aujourd'hui. On a appris en tout cas en même temps que vous. J'espère que vous aussi, vous avez appris, même si on était nuls, on l'avoue. Mais demain, ce sera meilleur. Demain, ce sera meilleur. Ceci met fin à notre émission du jour. Aujourd'hui, on a été 0-0, mais c'est pas grave. Demain sera la bonne. Sur ce, portez-vous bien, agréable fin de journée et on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Bisous. Ciao, ciao.